Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la musique. Pourquoi la musique ? Eh bien, parce que la musique adoucit les mœurs, c'est bien connu, et que les mœurs, eh bien, ça fait partie du volet social. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pas tant que ça. On le verra avec notre invité. Nous sommes aujourd'hui au Quai Luron, c'est le café culturel de Saulxures-sur-Moselotte, fondé et tenu par Élise Laroche et Sébastien Naboulet. Et nous sommes avec un pianiste, compositeur, pédagogue, qui nous vient tout spécialement de Belfort. Et pour bien vous prouver que nous sommes au Quai Luron, eh bien, nous sommes en public. À vous le public. Éric Muxler, Durablement Vôtre. Jacques Gress, bonjour. Bonjour. Jacques, vous nous venez, je disais, tout spécialement de Belfort, parce que, évidemment, vous connaissez aussi ici Élise et Sébastien. Et ce qui nous intéresse avec vous ce soir, c'est une pédagogie particulière. Alors, on va bien sûr prendre près d'une heure pour en parler, mais comment pourriez-vous présenter votre méthode ? Eh bien, je suis passionné depuis toujours, enfin, en tout cas depuis l'âge de 20 ans, et j'en ai 89, je suis passionné par la pédagogie. Et ça ne m'est pas venu tout seul, ça m'est venu dans l'expérience. En donnant mes premiers cours, je me suis aperçu que ça ne collait pas et que ça ne donnait pas l'efficacité que j'attendais. Jacques Gress, moi qui ai passé 3 ans sur la méthode Rose, je comprends ce que vous voulez dire. Ah ben alors, nous sommes en plein dans le sujet. En plein dedans. Alors, justement, il y a quelqu'un d'autre qui peut en témoigner. C'est le créateur, scénariste, réalisateur et acteur de la série Kaamelott, ici dans le magazine 28 minutes, présenté par Elisabeth Quint. C'était le 27 avril 2012. Écoutez. Vous avez lu vos premières partitions à 7 ans, Alexandre Astier ? Oui, quand ma mère m'a emmené au conservatoire à coup de pied dans le derrière, j'ai commencé à savoir lire la musique, oui. Oui. Voilà. C'est pas un très bon souvenir. Ah oui ? Non. Pourquoi ? Dans l'enseignement que j'ai reçu, qui est des plus classiques qu'on puisse avoir en France, ça reste des années extrêmement abstrait comme technique et comme théorie. Et le jour où vous vous réveillez en vous disant que tiens, ça vous sert à quelque chose, effectivement, vous entendez mieux la musique et que vous pouvez la copier, la relever, tout ça, c'est tard. Il y a largement le temps de se décourager avant, en fait. Là, vous êtes en train de mettre en cause l'enseignement de la musique. Oui, madame. Ce que je viens d'entendre me plaît beaucoup. Alors, j'imagine pourquoi, mais vous allez nous détailler la raison de cette affection particulière pour ce propos, Jacques Gress. Eh bien, parce que ce monsieur a souffert. On l'entend dans la voix. On l'entend. Et il le regrette, parce que manifestement, il aime la musique. Et voilà, d'où vient tout le mal. L'enseignement, il le met en cause. La dame qui l'interviewe le dit, mais elle a raison. Il le met en cause. Mais je suis capable de dire à ce monsieur qu'il m'attendait. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, Jacques Gress, qui vous attendaient, parce qu'on a le sentiment que c'est un peu un gâchis pour beaucoup de jeunes qui, d'ailleurs, écoutent la musique, qui, quelquefois, voudraient la pratiquer. Mais finalement, c'est l'enseignement de la musique lui-même qui peut être décourageant. C'est évident. Quand on fait de la théorie du solfège, en veux-tu, en voilà, et qu'on oblige les personnes, ou même, y compris les enfants bien sûr, à apprendre par cœur des tas de choses auxquelles ils ne comprennent pas grand-chose. Et on leur interdit même de toucher à l'instrument de musique. Sans instrument. Et ça existe encore malheureusement, et ça me navre, parce que c'est vraiment du gâchis. Vous avez employé le terme, c'est vraiment du gâchis. Vous savez ce que fait 200 fois un enfant de 5 ans par jour ?
Eh ben, vous allez me le dire. Ben, c'est ce que vous venez de faire, c'est de poser une question. Ah, C'est précisément de poser une question. Ça prouve bien que l'enfant a ce besoin d'apprendre, naturel, oui. et finalement, on va, dès la maternelle, et puis là, on verra probablement qu'il y a un lien à faire entre l'enseignement de la musique et puis l'enseignement tout court. On l'oblige à se taire et à rester assis. Tout à fait. Mais je peux ajouter, si vous voulez bien, ceci, c'est qu'il existe une théorie, à propos de la théorie du solfège, parce que c'est vraiment quelque chose d'affreux. Elle est juste, cette théorie. Il y a un livre qui a été écrit par un certain monsieur Dannhauser, il y a très longtemps déjà, mais qui est encore en usage. Et je me suis amusé, il y a déjà plusieurs années, à condenser ce qui me paraît utile comme théorie dans ce volume, qui a, disons, 80 pages. Alors, tout le monde va être étonné que je dise ça, il en reste 2. Il y a 2 pages utiles dans 80 pages, donc pendant 78 pages, on a cassé les pieds des gens. Et les oreilles. Et les oreilles. Et on les a mis en état d'échec. Vous-même, Jacques Grès, comment avez-vous appris la musique? Ah, mais je l'ai apprise comme on l'apprend traditionnellement encore maintenant. À la dure. Bah oui, je n'avais pas de méthode nouvelle à ma disposition à l'époque, mais j'avais tellement envie, j'avais ça chevillé au corps que ben, j'ai eu la chance de trouver un professeur de solfège bénévole. Je tiens à vous le dire. Ça a existé il y a 80 ans même. Et ce monsieur, qui était le chef de l'harmonie municipale de Montbéliard, qui était un excellent hautboïste et qui était en plus un ami de mes parents, s'est aperçu que la musique m'intéressait. Et il m'a pris en amitié entre un adulte, comme ça peut exister, et un enfant. Il était d'une gentillesse extrême. Il portait d'ailleurs, je vais citer son nom, un nom prédestiné. Il s'appelait Monsieur Lanoire. Ah oui, en effet, oui. Bon. Sa gentillesse était si extrême, si permanente, que avec lui, le solfège est bien passé. Mais c'est le personnage, là, qui a joué un rôle capital. C'était une forme de tuteur. Exactement. Est-ce que ça veut dire, Jacques Grès, que c'est la dimension humaine qui vous a permis de contourner l'aridité de l'apprentissage? Ah, tout à fait. J'ai passé ma vie à vouloir aider, je l'ai déjà dit tout à l'heure à ces messieurs-dames qui nous écoutent maintenant, j'ai ça chevillé au corps. Je veux aider le plus grand nombre possible à faire de la musique, mais je suis parti de zéro, en définitive, sur le plan de cette pédagogie que j'entrevoyais forcément nouvelle, mais j'ai fait plusieurs méthodes nouvelles. J'ai commencé en 56, ça n'est pas aujourd'hui. J'étais en train de tailler un morceau de bois. Mon pianiste vient, il me dit « Voulez-vous me passer ce bout de bois, s'il vous plaît ?» Alors je lui dis « Lequel des 2 bouts ?» Il me dit « Il n'y a qu'un bout de bois, je vois qu'un bout de bois. » Je dis « Parce que vous vous exprimez mal. Parce qu'un bois, ça a 2 bouts. Alors il ne faudrait pas dire le bout de bois, mais les 2 bouts d'un bois. » Oh, il dit les 2 bouts d'un bois. Il dit d'abord, ça sonne curieux. On entend les 2 bouts d'un, comme ça. Alors on ne sait pas s'il s'agit de bout de bois ou de bout de boudin. Je ne plaisantons pas, ben ne plaisantons pas. S'il s'agissait de bout de boudin, on dirait les 2 bouts d'un boudin. Il n'y avait pas les 2 bouts d'un. Enfin bon. Il me dit, j'ai toujours appelé un bout de bois, passez-moi ce bout de bois. Je lui passe au bout de bois, il prend le bout, il tire dessus, il me dit, lâchez l'autre bout. Je dis, vous voyez bien qu'à 2 bouts. Alors, ce sketch, Le bout du bout, de Raymond DeVos, ici en 1999 à l'Olympia, Jacques Grès, vous, en tant que pédagogue, musicien, j'imagine que ça vous parle précisément, cette espèce de confusion du bout du bout. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a 10 doigts pour jouer de la musique.
il faut coordonner tout ça. Quelle est pour vous la principale erreur dans l'apprentissage aujourd'hui de la musique? Eh bien, c'est qu'on n'a pas pensé justement à ce que vous venez de dire, qu'on joue avec ses doigts. Et j'ai eu cette audace. Alors, on joue avec ses doigts quand on joue du piano Oui. ou d'autres instruments. Ou pour tous les instruments pratiquement, presque. Presque. Oui, oui, non, mais enfin, L'harmonica, par exemple. oui, mais enfin bon, presque tous. Hein. Bon, ben voilà, et c'est les doigts, donc c'est ce que nous avons de personnel. Et nous entrons dans le sensoriel, là, et dans le développement personnel. Je le dis parce que, ça y est, en utilisant immédiatement les doigts, car c'est ce qui se passe quand j'enseigne cette méthode, la personne qui est devant le clavier s'y retrouve tout de suite, parce que quand même, 5 doigts, c'est pas 50. On a 5 doigts dans chaque main, donc c'est compréhensible dans l'instant. Est-ce que ça veut dire, Jacques Grès, que dans votre méthode, vous ne passez pas précisément par ces mois, quelquefois ces années laborieuses du solfège? Pas un instant. Je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt. Parce que moi aussi, j'ai eu une professeure de musique. Alors, je ne vais pas en revanche citer son nom, mais c'était une catastrophe. Mais vous êtes le énième à me dire ça, parce que je l'ai entendu, mais vraiment, je n'exagère pas en disant des milliers de fois. Et c'est pour moi insupportable d'entendre ça, parce que je prétends qu'on peut faire tout à fait autrement ce que je fais. Alors, précisément, comment faites-vous? Eh bien, je n'écris donc pas des notes, j'écris des doigts. J'écris ce que les doigts doivent faire pour jouer le morceau choisi. C'est un événement considérable, parce que ça ne s'est jamais fait à ma connaissance. Seulement, quand on met ça devant les yeux de quelqu'un, dans le quart d'heure qui suit, il vous joue le morceau, pas dans l'année qui suit. Il vous joue le morceau, et il est tout étonné. Lui-même étonné, ou elle-même étonnée. Et content. Et alors, bien sûr, quand je dis que dès le 3e morceau, qu'on peut jouer très rapidement, s'appelle à la Clairefontaine, parce que c'est un morceau célèbre pour tout le monde, et que la personne se met à le jouer, quel événement pour lui! En même temps, vous êtes, on le disait en introduction, Jacques Grès, pianiste. On sait aussi que, allez, on va faire une comparaison avec le football, par exemple. Au football, un enfant qui joue au foot prend rapidement plaisir à taper dans un ballon. La musique, c'est aride. Le piano, alors, je ne parle même pas du violon, parce que pour les pauvres parents qui ont des enfants qui répètent du violon, c'est terrible pour les oreilles. Le piano aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand même à accéder au plaisir de jouer jusqu'à temps qu'on maîtrise un minimum la technique? Non, c'est immédiat. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça le piano instantanément, parce que du coup, la musique est instantanée. Et comme la musique est instantanée, le plaisir est tout de suite là. Comment a été perçue votre méthode dans le milieu professionnel? Oh, je suis un charlatan, fumiste. Il est arrivé que des personnes entendent de mes élèves jouer, et trouvent ça très bien, et qui, s'approchant de l'instrument après la séance, et se trouvent devant mes partitions très spéciales, sont capables de dire, alors qu'ils étaient très contents d'avoir entendu ce qu'ils avaient entendu, sont capables de dire, c'est extraordinaire, mais ça, c'est pas de la musique. La même musique. Oui, mais ce qui prouve bien que pour la plupart des personnes, je ne critique pas, hein, c'est un constat, la plupart des personnes, faire de la musique, c'est la lire. C'est la jouer, je suis désolé, c'est ça, c'est tout. Ça tient en 2 phrases. Alors, vous parliez, Jacques Grès, à la Clairefontaine. Il y a un autre morceau, évidemment, lorsqu'on débute en musique, auquel on pense instantanément.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bagatelle numéro 25 en la mineur pour Élise, bien sûr, de Ludwig von Beethoven, interprété ici par le pianiste et chef d'orchestre américain Murray Perahia. Ces quelques notes, évidemment, de Beethoven, la lettre à Élise, pour les musiciens qui nous écoutent, combien de fois l'avons-nous tenté, démarré, puis ça s'arrête très rapidement parce qu'évidemment après ça devient un peu plus technique. Jacques Ress, vous qui avez initié une méthode d'apprentissage et quand on vous écoute, on a vraiment envie d'en savoir plus et puis peut-être aussi, encore une fois, de l'étendre peut-être davantage à la notion de pédagogie tout entière, pas simplement la musique, mais finalement toute la pédagogie. Je pense aux méthodes Montessori, par exemple, aussi une approche différente de la pédagogie. Là encore, cette méthode que j'ai presque envie de qualifier d'extraordinaire, vous l'avez conceptualisée à quel moment, Jacques Gress, et puis comment ça vous est venu à un moment donné? Eh bien, vous savez, les idées me viennent, ça va vous amuser, un beau matin quand je me réveille. C'est ça, les artistes. Et chaque fois, je vous parlais tout à l'heure de méthodes nouvelles. Bon, il y en a eu plusieurs, je passe dessus. Celle dont nous parlons aujourd'hui, elle date très... C'est amusant que ça tombe comme ça, mais l'an 2000. Mmh. C'est donc la méthode du 21e siècle. Et alors, ça se présente sous quelle forme? C'est un livret, ça s'acquiert. Est-ce qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui la pratiquent? Ce monsieur qui est là avec nous, que vous désignez, qui est Jeannot Laroche, voilà. par exemple, utilise cette technique. Alors, on va peut-être le faire intervenir, du coup. Dans le monde des handicapés. Alors, Jeannot Laroche, vous étiez éducateur en milieu handicapé. Vous avez utilisé, puis comment avez-vous découvert cette méthode exceptionnelle de Jacques Gress? Eh bien, je pratiquais déjà de la musique, de la percussion, notamment avec les gens dont j'avais à m'occuper. Et puis, j'ai vu une fois un article de presse, la musique en clair, Jacques Gress, une méthode de piano, qui disait déjà bien ce qu'elle voulait dire, la musique en clair. Et j'ai mis cet article de côté, et un jour, j'ai pris le téléphone et allô, monsieur Gress, voilà, j'ai entendu parler de votre méthode. Voilà, je travaille un peu de percussion et je voudrais bien étendre ça au piano. Et là, j'entends éducateur. Oh, et là, je me dis, ça y est, je vais encore en prendre plein la tronche parce que c'est assez souvent chez nous. Hein. Donc, mais je suis éducateur. On dit professeur de piano, mais c'est nul. Voilà, alors là, je me suis dit, ce type, c'est pour moi, quoi. Voilà. Donc,
On a depuis, donc ça fait une 20-25 ans, je ne sais plus exactement, on a depuis travaillé beaucoup ensemble et construit petit à petit cette méthode dont l'idée géniale est évidemment de Jacques. Donc sur ma pratique à moi, ce que je dois dire, c'est que d'abord c'est une méthode qui n'est pas faite a priori pour les personnes avec un problème de déficience. Hein. A fortiori. Voilà. Mais a fortiori, elle marche. Ça veut dire qu'elle est extrêmement claire et accessible à tous, à tout âge, et à la limite du fin fond du Mali je sais pas, en passant par Paris et en allant à Vancouver. Même par Saulx-sur-Moselotte. Et Saulx-sur-Moselotte au Guéluron, n'est-ce pas? C'est absolument praticable et c'est fantastique. Alors, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Ça se présente comment? C'est un manuel, c'est un fascicule. Matériellement, c'est quoi? Matériellement, ça peut être des partitions sur papier. Hein, donc où les doigts sont notés. C'est intéressant de passer par les doigts parce qu'on dit savoir sur le bout des doigts. C'est pas pour rien, évidemment. Le pianiste a une mémoire des doigts, le guitariste aussi. Hein. Et donc, ça peut se présenter sous forme de papier ou sur un support informatique qui joue le morceau. Et vous pouvez donc l'accompagner en même temps. Et cette méthode, aujourd'hui, on la trouve dans le commerce, on peut y accéder facilement? Alors, pas encore. Pas encore, on y travaille d'arrache-pied, ça viendra. Voilà, ça viendra. C'est un travail de saisie. Tout est conçu par Jacques, et de façon effectivement hyper millimétrée, hein, hyper précise. Et donc, on est en train de saisir tout ça. Jacques Gress. Ah, oui, grâce à un ami de Jeannot, ici présent, à qui je veux rendre hommage publiquement et qui nous a fait un logiciel fantastique. Comme quoi, c'est une œuvre collective. Qui s'est pris au jeu, vraiment, et qui nous a fait mais vraiment un logiciel que j'admire. Et non seulement je l'admire, mais il est d'une efficacité confondante, qui m'étonne moi-même sans arrêt tous les jours. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Il y a beaucoup de parents même. On les tolère. Commençons par les principaux ingrédients de la musique classique. Et le plus important d'entre tous, c'est évidemment la mélodie. Mais oui, la mélodie, c'est ce qui reste en tête. Quand vous écoutez une musique, quelques jours après, vous vous souvenez de quoi? De la mélodie. C'est elle qui absorbe notre oreille, notre écoute. C'est elle qui absorbe notre émotion. Il y a un compositeur du XXe siècle, anglais, qui s'appelle Benjamin Britten, qui a écrit un mouvement tout en pizzicato. Et moi, je l'aime bien parce qu'on a l'impression que tout l'orchestre à cordes devient une grande harpe. Il y a aussi une gamme que j'aime bien, une gamme qu'on trouve en Orient, qu'on trouve dans les pays d'Afrique du Nord, qu'on trouve aussi du côté de l'Andalousie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était le propos de Jean-François Zigel, musicien, improvisateur de talent et de renom ici, la musique classique expliquée aux enfants. Jacques Gress, quand on est comme vous, là aussi, musicien, pédagogue, compositeur, j'imagine là que le propos de Jean-François Zigel vous parle et fait un peu, est un peu à part dans le discours dominant, parce qu'il a une façon très, là aussi, pédagogique, il est d'ailleurs connu pour ça, très pédagogique de parler de la musique. Oui, non seulement ça me parle, ça m'enchante jusque-là. Et je dois vous dire que ça m'intéresserait énormément de rencontrer ce monsieur. Bah écoutez, il faut qu'on organise ça au Guéluron, un de ces jours, avec vous, Jacques Gress. Vous signaliez également l'intervention de quelqu'un qui vous a aidé précisément à monter ce logiciel. Oui, alors il s'agit de Gilles Duchanois, voilà, qui n'est pas là ce soir, qui habite Nancy, mais avec qui nous avons, avec Jean,
beaucoup travaillé, forcément. Est-ce que ça veut dire, Jacques Grès, que jusqu'à l'an 2000, alors vous nous expliquez que vous avez tâtonné un peu d'une certaine façon pour mettre au point cette méthode, mais est-ce que ça veut dire que vous avez enseigné à l'ancienne aussi? Au tout début de ma carrière, oui, forcément. J'ai commencé par enseigner ce qu'on m'avait appris. Ça, c'est le phénomène de reproduction. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a vite déçu, parce que j'attendais d'autres résultats qui ne se produisaient pas. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez eu une école, vous avez été enseignant au-delà du musicien, j'allais dire praticien ou du compositeur, vous avez enseigné. J'ai enseigné. Ah oui. J'ai à Montbéliard, et j'ai créé une école privée où j'ai eu des centaines d'élèves, forcément, depuis le temps. Voilà. Avec cette méthode. Et avec d'autres avant. Ça a été un cheminement. Il y en a qui n'ont pas pu profiter encore de la méthode actuelle parce que ils sont plus là. Ils ont profité d'autre chose. Ce qui fonctionnait déjà, mais ne me satisfaisait pas totalement. Jacques Grès, quand on vous écoute, on a forcément envie de découvrir cette méthode, peut-être aussi même la musique. Comment se fait-il que dans le monde quand même assez peut-être sclérosé de la musique, où l'apprentissage est académique, il faut passer par les conservatoires, voilà. Comment se fait-il que cette méthode aujourd'hui n'ait pas fait exploser précisément toutes ces pratiques? Parce que l'enseignement musical traditionnel est bétonné. Nous, hors de nous, point de salut. Ça a été dit dans d'autres circonstances. Hors du solfège, point de salut. Hors des exercices de piano, point de salut. Parce que tout ça se passe dans ces écoles. Or, peut-être qu'il est bon que je cite ça très rapidement. Il y a eu une statistique. Ça va d'autant plus vous intéresser que je vais parler de radio. Il y a eu une statistique en 2007 de la part du ministère de la Culture concernant les échecs dans les écoles de musique et les conservatoires. Résultat, navrant, 92% d'échecs. Et c'est effrayant. C'est navrant, effrayant. Mais on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, ça va jusque-là. Et ça a été diffusé. Je l'ai entendu, moi. C'est là que vous pensez bien que j'ai sauté au plafond, parce que par France Inter. France Inter, en juin 2007, a diffusé ce résultat, mais sans commentaire. Mais pour moi, ça avait... Et on ne s'est pas intéressé à votre méthode, les enseignants, les conservatoires, on ne s'est pas intéressé à votre... Non, parce qu'elle est trop autre, elle est trop ailleurs. En quoi En tout. Mais encore. Mais oui, parce que, vous savez, quand je présente les partitions comme elles sont, j'ai fait preuve d'audace. J'ai fait preuve d'audace. Vous voulez dire, Jacques Grès, que vos partitions ne sont pas 5 lignes avec une clé de sol et des notes? Pas du tout. Elles se présentent en verticale. Pourquoi? Parce que les partitions de piano, elles sont horizontales, mais quand on est devant le piano, il faudrait l'image, là, mais tant pis. Ah oui, c'est la limite de la radio. Non, mais je dis, quand on est devant le piano, la gauche est à gauche, la droite est à droite. Enfin, si on est bien latéralisé. Et si on ne l'est pas, on va le devenir, parce que ça va aider les gens à devenir bien latéralisés. Et du coup, il y a des colonnes. Il y a des colonnes, et on lit de haut en bas. Mais ça se passe du premier coup, même avec un enfant de 5 ans. Car on peut commencer à 5 ans chez moi. Je le signale. Puis on peut commencer aussi à 70 ans. Vous me faites regretter, Jacques Grès, de faire de la radio. Et vous savez que ça y est, je suis rentrée dans le 21e siècle, je suis connectée à Internet, je surfe, je navigue. Enfin, pour l'instant, je rame. Ça a commencé quand j'ai acheté l'ordinateur. Monsieur, je voudrais un Mac parce que PC, ça veut dire plante constamment.
Ah, ma coupe PC, c'est pareil, madame. De toute façon, dans 3 mois, votre matériel le sera obsolète. J'arrive. Faut peut-être mieux que j'attende de 3 mois. Ce sera pareil, madame. Avec l'informatique, tout va vite. Tout va très, très vite. Et c'est vrai que ça va vite. En 5 minutes, j'ai dépensé 6 990 francs. En plus, mon ordinateur, j'essaie de faire tout ce qu'il me dit, mais lui, il fait rien de ce que je veux. Nous sommes toujours avec vous, Jacques Grèce, ici au Quai du Rond, à Saulxures-sur-Moselotte, pour parler musique, mais surtout enseignement de la musique. On a vu avec vous eh bien que c'est ce talent que vous avez à redonner le goût en évitant les heures passées à pleurer peut-être devant une méthode obsolète et très contraignante. Avec vous, c'est du piano instantanément, en l'occurrence le piano. Et alors cet extrait du sketch d'Anne Roumanoff est là aussi pour dire que, eh bien, aujourd'hui, votre méthode s'appuie aussi sur les nouvelles technologies. Bien sûr, je suis de mon temps. Et l'ordinateur, il apporte en plus ceci qu'il joue. Il joue les morceaux. Et ça, c'est pour moi un plus pédagogique considérable. Ça veut dire que ça permet même de se passer du professeur dans l'enseignement. Totalement. C'est prévu comme ça, avec l'ordinateur, hein. Et grâce à l'ordinateur. Ah oui, oui, oui. Alors, là encore, exercice de radio, Jacques Grèce. On va tenter d'expliquer, de comprendre. On a déjà vu que les partitions n'étaient plus horizontales, mais verticales. J'imagine que le piano, lui, ne bouge pas. On est bien d'accord? Oui. Comment ça se passe, là encore, très concrètement, l'intervention de l'ordinateur? Ben, l'ordinateur présente la partition. Et il y a des indications sur cette partition, mais des indications lisibles universellement. Parce qu'il y a très peu de signes, mais j'ai inventé un code nouveau, totalement, y compris pour le solfège, j'insiste, et pour lequel j'ai trouvé un mot formidable pour situer ce qu'est le solfège chez moi. Il est indolore. Jacques Grèce, vous nous avez expliqué en début d'entretien que vous avez eu une formation classique, au sens tout à fait. Solfège, etc. Est-ce que la méthode que vous proposez aujourd'hui permet de progresser et d'éviter, malgré tout, à un moment donné, l'apprentissage du solfège au sens classique? On l'a pratiqué sans le savoir. Donc, on est devenu musicien pratiquant, mais sans le savoir. Et on a fait depuis toujours des blanches, des noires, des croches, mais dans la progression que j'ai établie, parce que ça, c'est millimétré, hein, y compris par mes propres compositions, parce que je n'avais pas à disposition les morceaux qu'il fallait avoir à ce moment-là. Et quand je dis millimétré, c'est comme ça, c'est harmonieux de cette manière-là. C'est pas tac, 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 dans tous les sens. Bon. À partir de là, celui qui est devant son ordinateur, il peut le faire jouer à la vitesse qu'il veut. Et pour contrôler ce qu'il fait lui-même, il a un modèle permanent. Et il peut le faire lentement. S'il te sent que ça va bien, c'est expliqué, hein, ça, dans la méthode, il peut le faire plus vite. Et un peu plus vite, jusqu'au moment où il reconnaît très très bien ce qu'il joue et il est content. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut, à un moment donné, se passer néanmoins du solfège? Parce que vous disiez tout à l'heure, la musique ne se lit pas, elle se joue. Il y a malgré tout des gens qui sont capables de lire de la musique comme on lit un livre et qui sont capables de, j'allais dire visualiser, non, mais de chantonner ce qu'ils lisent. Oui. Si on apprenait la musique comme on apprend à lire, finalement, est-ce que nous ne serions pas tous d'excellents musiciens, Jacques Grèce? Moi, je pense que oui. Mais même le fait de pouvoir déchiffrer un texte en chantant, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le solfège chanté. Mais quand on joue d'un instrument, on se forme l'oreille sans le savoir. Et on n'a même plus besoin de ça. Et même les fameuses dictées musicales, elles sont à bannir.
à bannir, parce que ça, c'est la mort de la musique pour les gens. Mais vraiment, parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y en a 9 sur 10, mais et plus que ça, qui n'y arrivent pas. Donc, chez moi, on ne fait rien de tout ça. Mais l'oreille est formée par la musique elle-même. Parce que quand on joue du Mozart, c'est bien fichu. Et quand on joue du Schumann ou du Chopin, ce sont des grands maîtres qui savaient la musique mieux que personne. Et quand on joue leurs œuvres, et qui sont fort belles en plus, ce sont souvent des chefs-d'œuvre, bien sûr, on s'éduque soi-même, on éduque son oreille. Alors, vous parliez de Chopin, justement, Jacques Grèce. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'est vous, Jacques Grèce, qui interprétiez la mazurka numéro 41 de Frédéric Chopin. Vous êtes musicien, compositeur, pédagogue aussi, on l'a vu avec cette nouvelle méthode qui sera, on l'espère, bien sûr accessible à partir de 2018, si tout va bien. On disait en introduction de cet entretien, Jacques Grèce, vous êtes entré en musique et vous avez aujourd'hui 89 ans. Vous êtes né en France, à Montbéliard, c'est dans le Doubs, en 1928. Et c'est vrai que je suis entré en religion dès l'âge de 6 ans, en quelque sorte, parce que la musique ne m'a plus quitté. Est-ce que vous savez d'où vous vient ce goût pour la musique? C'est une histoire... Oui, je vais tâcher de dire ça très succinctement. J'étais à l'école maternelle, à Montbéliard. Il y avait un piano dans l'école. Et l'institutrice nous faisait chanter. Elle nous accompagnait au piano. Et elle s'est aperçue que j'étais fasciné par le piano et que j'en arrivais même à ne plus chanter parce qu'il paraît que j'avais la bouche ouverte. Je vous dis ce qu'on m'a dit, hein. Je ne me souviens pas de ça, moi. Et que j'écoutais ce piano. Elle s'en est aperçue.
Et un jour, elle m'a dit, viens voir près de moi. Et elle m'a mis sur ses genoux. Et puis elle m'a dit, tu peux essayer de jouer. Alors il paraît que, là, je ne m'en souviens pas non plus, mais je n'ai pas fait comme font la plupart des enfants que j'ai connus après, bien sûr, qui tapent comme ça assez fort sur un piano. Mozart n'a pas fait ça, même à 5 ans. Hein. Non, mais, oui, mais j'étais pas Mozart, de toute manière. Il n'y en a eu qu'un. Alors, il paraît que j'ai caressé les touches. Ça, c'est une belle histoire. Voilà. Vous avez eu la chance, Jacques Gray, de rencontrer finalement les bonnes personnes au bon moment. Ah oui, oui, absolument. Oui, c'est vrai. Alors, plus tard, vous intégrez l'École normale de musique de Paris. Oui. Alors là, j'avais 19 ans. J'ai la chance de côtoyer un grand maître du piano qui est Alfred Cortot et ses disciples dans cette école de renommée internationale. Hein. Monsieur Alfred Cortot était tellement prisé dans le monde que, c'est anecdotique, mais c'est intéressant, que les Japonais lui ont offert une île à son nom. C'est dire à quel point il le respectait, l'admirait. Et pour plaisanter, à l'époque, on se disait entre élèves, entre étudiants, que l'école normale, décidément, devenait une école de jaune. Vous parlez de la couleur, là. Jacques Ress, aujourd'hui, est-ce que on peut imaginer qu'il y ait des écoles qui vous écoutent, qui vous entendent, et qui ont des écoles de musique, j'entends, qui aient envie d'en savoir plus et d'appliquer votre méthode? Vous êtes encore aujourd'hui à 89 ans, bon pied, bon oeil, prêt à les accompagner, à les suivre? Oui, bien sûr, je peux faire de la formation et rapide, mais avec des personnes ouvertes, à l'esprit ouvert, autrement, et qui font abstraction de tout ce qu'elles ont appris, parce que ce que je fais est tellement différent, mais totalement différent, que ça ne peut pas fonctionner autrement. Mais je suis prêt à le faire, même à mon âge. Jacques Ress, au-delà de vos activités de pianiste, de pédagogue, également une forte activité de compositeur. Oui, tout à fait. Déjà, sur le plan de la pédagogie, pour ma propre méthode, j'ai composé des centaines de pièces, bien sûr. Et puis, ça m'arrive d'aller un peu au-delà. J'ai une seconde fille qui est organiste, pianiste, et qui m'a demandé un jour de composer des pièces à 4 mains, parce qu'elle avait envie de jouer avec moi. Et autour de l'an 2000, j'ai composé une 50aine de pièces pour piano à 4 mains, qui renouvellent totalement le répertoire des 4 mains. Mais bon, il y a, si ça vous intéresse, cher monsieur, je pourrais vous passer le CD. Il y a eu un enregistrement de mes compositions avec ma propre fille. Jacques Gress, on vous laisse vous installer au piano ici au Café culturel Le Guéluron à Saulxures-sur-Moselotte, c'est dans les Vosges, pour cet entretien en public.
Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach, numéro 846 dans le Bach-Werkverzeichnis, interprété en public par mon invité Jacques Grès. Jacques Grès, compositeur, pianiste, pédagogue aussi, on l'a vu. Merci infiniment pour cet entretien ici au Gai Luron à Saulx-sur-Moselotte, café culturel. Jacques Grès, j'aimerais qu'on termine avec vous cet entretien avec un texte que vous avez écrit il y a déjà quelques années, puisque vous avez également réalisé de nombreuses conférences. Un texte qui résume un peu votre méthode, mais aussi peut-être votre philosophie de vie. Oui, mais en quelque sorte, philosophie de vie, philosophie éducative. Ma méthode touche directement à ce que l'on nomme aujourd'hui le développement personnel. D'autant plus alerté que tout ici est exclusivement sensoriel. Dès le départ, la vue, l'ouïe, le toucher, ce que j'appelle la combinatoire digitale, sont sans cesse sollicités. La motivation en est la résultante naturelle, qui génère à son tour la concentration et l'attention, ces deux moteurs incontournables, seuls susceptibles d'assurer la plénitude d'une éducation. Mais la réaction en chaîne va encore plus loin, jusqu'à toucher de près latéralisation et la prise de conscience spatio-temporelle, sans quoi aucune exécution instrumentale et par conséquent musicale ne peut être correcte. Et puis, ce qui n'est évidemment en aucun cas négligeable, la confondante efficacité de mon code, m'envoie des fleurs, vous avez raison, on n'a jamais vu ça, provoque immanquablement des retombées culturelles considérables, c'est-à-dire la redécouverte de notre patrimoine à nous occidentaux, patrimoine d'une richesse unique et d'une diversité incomparable, mondialement parlant. On ne peut que souscrire, évidemment, Jacques Grès, à ce propos en vous écoutant. Je pensais à un invité que j'aime beaucoup, que nous avons déjà reçu au micro de Durablement Vôtre, qui s'appelle Frédéric Plénard et qui est en train de développer un projet qui s'appelle Le Grand Secret du Lien. Je vous invite à aller découvrir ce projet qui s'appelle donc Le Grand Secret du Lien. On doit trouver ça sur internet.org, tout attaché. Et Frédéric Plénard est professeur de sciences naturelles, réalisateur, et s'est aperçu qu'aujourd'hui, on parlait d'éducation à l'environnement à des enfants en salle de classe. Et qu'en fait, on ne les emmène plus dans la nature. On ne les emmène plus au contact. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand vous parlez d'émotion et de sensoriel. Le grand secret du lien, c'est retrouver ce qui nous unit à la nature. Vous ne dites rien d'autre concernant la musique. Mais je ne dis rien d'autre, et ça m'est arrivé de dire, et parce que j'y crois, et que je ne le vois pas tellement apparaître, je suis obligé de le dire aussi, que je suis un écolo de la musique. Oh, ça c'est joli. Développez ça, Jacques Grès. C'est-à-dire c'est-à-dire que je m'occupe des personnes. Ce sont les personnes d'abord qui m'occupent. Et pour moi, il n'y a pas de doué, moins doué, plus doué. Il y a des personnes qui ont des capacités, tous, y compris les handicapés chez Jean Laroche. Vous ne seriez pas devenu pianiste, Jacques Grès. Vous auriez fait quoi dans la vie? À un certain moment, je suis protestant. J'ai envisagé d'être pasteur. Mais j'ai eu beaucoup de contacts à Montbéliard avec l'inspecteur ecclésiastique de l'époque, M. Philippe Poincenot, avec qui j'ai entretenu une amitié qui était très mélomane, très musicien, et avec qui j'ai entretenu des rapports magnifiques, et qui lui, m'a encouragé à faire de la musique. Vous pouvez penser évidemment à Schweitzer, protestant comme vous, organiste évidemment, et puis humaniste. Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord, et je vous remercie d'avoir employé le terme d'humaniste. Je me sens humaniste et je me sens évidemment citoyen du monde. Est-ce que ça veut dire que la musique est d'abord un moyen de réunir les hommes avant d'être un art? C'est-à-dire que oui, si de plus en plus de personnes,
je rêve, hein, pratiquer ma méthode, entre eux se nourrir des contacts qu'on n'imagine pas. Eh bien, écoutez, il nous reste simplement à les imaginer. On souhaite en tout cas que cette méthode apparaisse bientôt et puis que vous restiez évidemment avec nous, hein, Jacques Grès, pour qu'on puisse nous la faire découvrir. Priez le ciel que je vive encore longtemps. En musique, musique. Bien sûr. Merci à vous infiniment, Jacques Grès, pour cet entretien. Mais merci à vous de m'avoir posé les bonnes questions. Écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apporté les bonnes réponses. Et qui m'ont vraiment enchanté. Je ne passe jamais la main dans le dos des gens, si je le pense profondément. Je suis enchanté de vous connaître. Écoutez, c'était un plaisir. Merci aussi à Jeannot Laroche pour son témoignage, et puis merci aussi au public, au Café culturel de Guéluron. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode de Jacques Grès ou prendre contact avec lui, eh bien, il faut écrire à son épouse à l'adresse tout attachée Marie-Dominique Foisy, F-O-I-S-Y, @sfr.fr. Vous pouvez également contacter le Café culturel Le Guéluron à Saulxures sur Moselotte via son site internet leguéluron.com ou sa page Facebook. Élise et Sébastien se feront un plaisir de transmettre Le Guéluron, où nous nous retrouverons désormais tous les mois pour une émission en public. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.